j'ai, au travers de ma pratique de professeur, mais pas seulement, donc ma passion pour la romanité, mais aussi un besoin pédagogique, je me suis rendu compte que parler de la cuisine, que ce soit à des petits ou à des grands, c'était extrêmement fédérateur et ça permettait à moi comme aux autres, non, ça marche pas. Ça permettait à moi comme aux autres d'apprendre beaucoup, beaucoup de choses. Alors, un petit aparté pour mes latinistes débutants, il n'y a rien de mieux que de leur proposer des recettes d'Apicus parce que ce sont des textes dans l'ensemble très très courts qui utilisent un vocabulaire assez restreint et en plus un vocabulaire de la vie de tous les jours qui revient de recette en recette. Et là, on peut tranquillement apprendre ce que c'est qu'une déclinaison au travers de ces mots qui sont égrenés dans les recettes. Donc, c'était à la fois un truc pédagogique et à la fois aussi une immense satisfaction de voir que petits ou grands adorent cuisiner, adorent manger, mais adorent cuisiner. Pour moi, ça va ensemble, ça ne va pas toujours ensemble, mais chez moi, ça marche ensemble. J'aime beaucoup cuisiner, j'aime beaucoup la romanité et je donc me suis consacrée énormément à cette cuisine romaine. Alors, dans ce premier temps, je voudrais justement évacuer quelques clichés. Alors, je ne mesure pas du tout vos connaissances. Peut-être que ce que je vous dis, vous le savez déjà par cœur. Dans ce cas-là, peut-être vous pourrez le manifester et j'avancerai un peu plus vite. Mais je vais d'abord commencer par évacuer quelques clichés qui sont très, très énervants et que je combats sans arrêt. Alors, le premier cliché que j'évacue tout de suite, parce que là, je ne vais pas du tout parler des Grecs, c'est de passer son temps à répéter que les Romains ont tout appris des Grecs. Ça, je ne vais pas du tout rentrer dans ce process-là, qui me semble très, 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 très réducteur. Et puis, la deuxième chose, c'est de présenter les Romains uniquement, je ne dis pas qu'ils ne le sont pas, comme des soldats, des conquérants, ils le sont bien entendu, mais ils ne sont pas que cela. Et la cuisine va vous montrer justement les guerres qui sont atroces, comme vous le savez, ont aussi permis à ces Romains très frustres au départ d'importer beaucoup de choses raffinées de l'Orient, par exemple. Et on pourra déjà poster ce principe que les Romains pratiquent une cuisine que je qualifierais de métissée. C'est-à-dire qu'ils n'hésitent pas à mélanger des plats différents, tout en, et ça c'est un sacré paradoxe, et vous allez voir que le mot paradoxe, je vais l'employer tout le temps, avec cette notion de cuisine romaine, eh bien, tout en étant extrêmement fidèles à leurs origines. Et leurs origines, c'est quoi? Je le dis déjà, mais je vais y revenir. Ce sont des origines paysannes, terre à terre, avec donc des recettes qui vont après. Donc, je vais commencer par évacuer quelques clichés, disais-je. Et le premier, c'est de présenter, alors j'ai dit les soldats, mais c'est de les présenter aussi comme des gros, excusez-moi le terme, des gros bouffeurs, quoi. Ils passeraient leur temps à manger. Et puis, alors, je suis un peu frustrée parce que d'habitude, je fonctionne beaucoup avec un PowerPoint et des images. Donc là, me suis restreinte à quelques-unes. On va faire avec, mais on va se débrouiller sans problème. Voilà. Ça, c'est Astérix. J'adore Astérix. Hein. Je peux vous dire que Goscinny, c'est un sacré, sacré latiniste et qui nous manque énormément. Mais quand on pense Romain et cuisine, voilà, on voit un gros bonhomme. Forcément, il est gros, je ne sais pas pourquoi. Et puis, il a plein de taches sur sa tenue et il le porte sur lui. Il ne mange pas, il bouffe. Alors ça, c'est un cliché assez insupportable. Et d'ailleurs, j'ai mis à côté ce petit bonhomme qui fait ceci, dont on sait maintenant qu'il est largement anachronique, puisque ce signe qu'on a présenté comme toujours présent dans les arènes lorsque on demandait au public de sacrifier ou au contraire de libérer un condamné à mort, on sait très bien qu'il a été utilisé, certes, mais très peu. Donc là, on est carrément dans le cliché, mais ce cliché, on va le voir, repose quand même sur des petites choses un peu réelles. Je reprendrai tout à l'heure cette image, parce que je l'adore, il y en a deux, et elles me permettent de dire que la BD est un domaine vraiment privilégié pour l'Antiquité, à cause d'Astérix, voilà, c'est le domaine des dieux, mais à cause aussi d'une BD, ou grâce à une BD qui m'est très très chère, Murena. La BD historique, alors celle-ci, elle s'adresse à tout le public, même si plus je les lis, plus je lis Astérix, et plus je découvre et comprends des astuces que je n'avais pas toujours vues à premier abord. Et puis, une BD très sérieuse, Murena, qui retrace les aventures d'un personnage éponyme, Murena, sous l'époque de Néron, puisque Murena passe pour avoir été dans la fiction un ami de Néron qui
Et ça nous amène de tome en tome à des aventures prodigieuses dans lesquelles j'ai pu, en faisant ce livre, m'en servir aussi, on rencontre pas mal de petits clins d'œil à la cuisine. Alors, je reviendrai bien sûr sur cette couverture parce qu'elle peut paraître énorme. On nous présente un gros cochon devant dans ce tome. J'ai oublié de dire que Murena, c'est pas fini. Les deux auteurs, à la fois Dufaux, qui est un ami, et le nouveau dessinateur Théo, sont en train de travailler sur un album qui devait sortir incessamment sous peu, qui sortira que dans un an. Donc, d'épisode en épisode, on avance dans cette saga, alors que le dessinateur, j'ai dit Théo, a remplacé Delaby, qui était celui qui avait fait toute la première partie des Murena, mais il est décédé, il a fallu le remplacer. Donc tout à l'heure, j'essaierai de revoir avec vous, avec cette image, ce que vient faire ce porc qui nous nargue, comme ça, on prend en pleine figure. Et le titre, c'est ça ici, dans cette première partie, qui m'a intéressé, le banquet. Et effectivement, dans cette petite intervention d'aujourd'hui, je vais beaucoup vous parler de banquet, et je vais beaucoup vous parler d'un des 3 repas romains, celui qu'on appelle la kena, c'est le repas du soir. Parce que les 2 autres, je viendrai tout à l'heure, les 2 autres, ce sont des repas extrêmement rudimentaires qui prouvent là encore que le Romain ne passe pas du tout son temps à manger, pas du tout. Mais lorsqu'il le fait le soir, alors tout à l'heure aussi, je vous dirais que c'est pas vraiment ce qu'on appelle le soir, c'est au coucher du soleil et ça varie selon les époques forcément. Eh bien, je vous parlerai plutôt de la kena, puisque c'est dans la kena qu'on cuisine. Pour les 2 autres repas, il n'y a pas de cuisine, mais c'est un petit peu prématuré donc de vous en parler. Alors, je reviens sur les clichés. Je ne vais pas tous les reprendre, mais je vous ai dit, j'en ai un majeur, c'est que le Romain passe son temps à manger, si possible salement, c'est un goinfre, et il mange allongé. Alors, du coup, on a la vision du roi fainéant, et on se dit, là, j'ai testé, c'est pas très confortable de manger allongé. C'est pas si enviable que ça. Et c'est une habitude qu'ils n'avaient pas au début. D'ailleurs, sur la fin, on les revoit à nouveau, et qui vont être assis. Mais cette habitude de manger allongé, ils l'empruntent aux Étrusques, ils l'empruntent aux Orientaux, au hasard des guerres, qui vont être des guerres de conquête, dont j'ai déjà dit qu'elles avaient énormément apporté au goût des Romains. Et donc là, déjà, j'espère que je vous ai à peu près convaincu d'un premier principe important. Les Romains, ce ne sont pas ces brutes épaisses qui passent leur temps à faire les guerres. Ce sont des gens qui sont ouverts à beaucoup de choses et contrairement à ce qu'on imagine, et on ferait peut-être bien d'en prendre exemple, extrêmement tolérants. Alors, je ne vais pas rentrer dans les histoires de religion, mais ça se voit déjà dans la religion. Vous me direz, ça ne s'est pas bien passé avec les chrétiens, mais il y a d'autres explications à donner. En tout cas, les Romains sont tellement superstitieux que plus il y a de Dieu, plus ils sont contents. Et si on ramène des guerres des plus orientaux, il vaut mieux une valeur de son côté que contre, donc on va les accepter tranquillement. Cet esprit de tolérance, ce fameux, alors c'est un mot cliché qui m'énerve beaucoup parce qu'il a été galvaudé, ça procède de ce qu'on appelle le vivre ensemble. D'ailleurs, je vais attirer votre attention sur le fait qu'un convive, c'est un mot latin qui est très très beau. Non pas parce qu'il y aurait con, qui serait un gros mot, évidemment, c'est pas du tout ça, c'est cum au début, cum avec. Et vivre, c'est vivere, vivre. Donc le convive, c'est celui avec qui on partage un moment de vie. Et la fameuse convivialité, celle que nous recherchons tous, eh bien, elle vient des Romains. Elle était exactement ce qu'ils voulaient. Et ils voulaient que ce moment du repas soit un moment où on mange, et c'est très important. On mange du bon, on mange du beau, on mange du bon pour la santé. Et puis aussi, on s'autorise, j'y reviendrai tout à l'heure en parlant de la kena, comme je l'ai annoncé, on s'autorise des jeux, des devinettes raffinées ou pas, toutes sortes de choses qui vont faire de ce moment du repas un ensemble. Et cet ensemble, je vais décider que c'est ce qu'on pourrait appeler la convivialité. Donc cette image, je la garde parce que tout à l'heure, je vais me servir, je n'ai pas lu la petite vignette, je n'ai pas lu la bulle qui est très savoureuse, c'est le cas de le dire, mais je la garde pour tout à l'heure. Et je reviendrai aussi sur le banquet de Murena. Pour l'instant, j'aimerais qu'on regarde, en balayant maintenant cette idée de cliché,
ce ne sont pas les seuls clichés, mais pour l'instant, je vais m'attarder que à cela. Et dire que le sujet qu'on me propose aujourd'hui, que je vous propose, eh ben, ce n'est pas un sujet facile. C'est un sujet passionnant, mais ce n'est pas un sujet facile parce que, un, il faut éviter les clichés, comme je l'ai dit, et deux, il faut se dire que, de quoi on parle exactement. Quand je dis cuisine romaine, est-ce que je parle de la cuisine des débuts? Est-ce que je parle de la cuisine sous la République? Et là, effectivement, je n'ai pas évacué tout à l'heure le cliché des femmes qui seraient écartées du repas. Ben ça, c'est au début. Mais sous l'Empire, c'est plus du tout comme ça. Donc, de quoi est-ce que je suis en train de parler? Moi, je le dis tout simplement, balayer plus de 10 siècles d'histoire, et ben, c'est pas évident. C'est pas assez. Essayez de vous dire que si vous devez parler d'un sujet et que vous avez 10 siècles d'histoire devant vous, vous n'aurez pas les mêmes façons de s'habiller, vous n'aurez pas les mêmes façons de manger, vous n'aurez pas les mêmes références culturelles. Tout ça va énormément changer. Donc, il convient bien de se dire que quand on parle de cuisine romaine, on est forcément prudent. On ne peut pas être autre chose. Prudent et modeste. Parce qu'il arrivera bien souvent que quelque chose que je vous dise aujourd'hui, eh bien, une découverte archéologique notamment, m'indiquera exactement le contraire. Et je serai obligée de vous dire, eh bien, je m'étais trompée. Moi et l'autre auparavant. Donc, prudence, modestie, c'est ce qu'on essaiera de faire. Et aussi se dire que c'est immense dans le temps, mais c'est immense dans le lieu. Parce que ça, c'est une carte de l'Empire romain dans une phase d'expansion maximale. Et bien, on ne mange pas de la même façon, j'imagine, dans tous ces endroits du monde. Pas tout à fait de la même façon, même s'il y a certains principes que les Romains vont donc, parce que c'est ça aussi leur génie, ils ont réussi, que nous, pour l'instant, on n'a pas trop réussi, ce qu'on appelle l'assimilation, l'intégration, c'est-à-dire ils ont fait en sorte que les gens, alors attention, ils ont peut-être été conquis par la force, on ne leur a peut-être pas au début de demander leur avis, mais à partir du moment où ils sont intégrés à l'Empire romain, ils en sont extrêmement fiers et ils vont essayer, tout en gardant leur tradition peut-être. Dans le livre, je consacre à la fin un petit chapitre sur les gens à part, les premiers chrétiens, les judéo-chrétiens. Bon, évidemment, tout le monde ne mange pas de la même façon, mais tout le monde a à cœur de faire partie d'un tout et d'être intégré à un tout. L'Empire, c'est pareil. Je vais simplement dire, sans être trop longue non plus là-dessus, que lorsque l'Empire va vaciller, lorsqu'il va, comme on dit, tomber, ça m'amuse beaucoup parce qu'il ne va pas tomber d'un coup, évidemment, c'est une façon de parler, mais lorsqu'il va tomber, qui va être le rempart de cette romanité? Eh bien, ceux qu'on avait coutume d'appeler les barbares, par exemple, à la frontière qu'on appellerait, nous, germanique, on va voir de ces soldats d'origine étrangère qui vont se battre jusqu'au bout, et après, les Romains pure souche. Et ils vont jusqu'au bout défendre cet empire. Donc là, ici, espace et temps, c'est colossal le sujet que nous avons aujourd'hui à regarder ensemble. Ah, mais quand même, j'oubliais, ce qui ça me rappelle, j'oubliais de vous dire que le temps a son importance parce que le temps, à Rome, le temps, c'est la clepsydre. C'est cet instrument-là qui permet, avec de l'eau qui coule, de mesurer le temps écoulé, disons aussi. Donc la clepsydre nous rappelle que les Romains, comme tous les gens dans l'Antiquité, vivent à l'heure solaire. Donc, si je vous parle d'une heure, eh ben, c'est pas la même en été ou en hiver. C'est pas du tout la même. De même qu'on ne va pas, nous aussi, manger la même chose selon les saisons, ils font de même, mais on va aussi s'adapter à l'heure solaire. Donc ça, c'est aussi extrêmement important de penser et de ne pas avoir notre montre habituelle dans la tête. Alors, si on ne doit pas se fier à des clichés, à quoi on va se fier? Et vous en doutez bien sûr, la première source de vérité, parce que c'est ça qu'on cherche, la vérité. Et quand à la fin, en guise de conclusion, je vous parlerai de ma passion qui est la reconstitution, et ici dans ce festival, on ne cesse de parler de reconstitution, c'est-à-dire faire comme c'était avant, essayer d'approcher au plus près. On sait très bien que ce qu'on approche, c'est vraiment approximatif, on ne sera jamais dans la vérité historique. Mais on essaie de s'en approcher le plus possible, aussi bien de manière théorique que pratique. On parlait tout à l'heure de Acta, qui a longtemps séjourné ici, et qui est maintenant parti, me dit-on, dans d'autres régions. Acta, c'était la gladiature vue par un sportif de haut niveau, qui était Brice Lopez,
et qui envisageait le métier de gladiateur parce que lui, il le pratiquait physiquement et il arrivait à dire bah, ce qu'on voit sur telle image, bah non, c'est pas possible, c'est pas réalisable. Et entre la théorie et la pratique, on arrivait comme ça à jongler entre les deux. Ben, c'est ce qu'on va faire avec la cuisine. Alors, l'archéologie, ben, c'est la source numéro 1, bien sûr. Et là, je vous ai mis quelques objets. Alors, évidemment, ici, c'est clair. Là, c'est une cuisine. Là, des cuisines, on en a trouvé des tonnes et des tonnes. Hein. Dans tous les sites qu'on visite, on trouve une cuisine, c'est normal. Ce qui est frappant, c'est que parfois, le domaine est immense et la cuisine toute petite. Parfois, il y a plusieurs cuisines, ça c'est normal. Des fois, on se dit, mais comment c'est possible qu'on arrive à avoir, pour un domaine aussi grand, une cuisine aussi petite? Il y a encore des interrogations qu'on peut se poser. Donc ça, c'est la cuisine. Comment on la reconnaît? Parce qu'on voit bien ici ce qu'on pourrait imaginer être un four. Il y a ici, avec la conduite d'eau, l'évacuation d'eau, vous voyez bien aussi qu'il y a en ciment, en cimenterie, quelques maçonneries qui imitent nos cuisines à nous, avec évier, plan de travail, plan de cuisson. Donc là, la cuisine, vous l'avez identifiée. Est-ce que vous sauriez me dire ce que sont les deux autres objets? Donc je vais balader un petit peu. Les deux autres objets que je vous propose. Alors ça, oui, ça vient du musée d'Ambroussoul. Et ici, bon, ça ressemble à un écumoire, une passoire, pas de problème. Et ça ici. Mais ça ici, on l'a vu, oui, c'est une râpe à fromage. Et on l'a découverte, enfin, moi je l'ai découverte à Marseille lorsqu'il y avait une exposition extraordinaire qui s'appelait On n'a rien inventé. Et où les gens qui avaient organisé l'exposition mettaient en regard un objet antique et son petit frère moderne. Et on se disait, bah oui, c'est vrai. Moi, je ne cesse de dire à mes élèves, on n'a rien inventé. On retrouve les mêmes choses. Mais cette râpe à fromage est d'autant plus émouvante que... alors, les Romains ne mangent pas le fromage tout à fait à notre façon. Il n'y a pas la même variété, d'ailleurs. Et c'est plutôt du fromage, justement, sec. Pas de camembert, des choses comme ça. Du fromage fumé. Alors, par exemple, on sait qu'à Rome, et on le sait grâce à un poète que je vénère, qui s'appelle Martial, et qui parle justement de certains quartiers de Rome, le Vélabre pour ne pas le nommer, qui sentent très fort parce qu'on y fume du fromage. Et il dit que c'est un fromage réputé. D'ailleurs, si on lit Martial, je ne sais pas s'il a toujours raison, Martial, c'est un poète de l'Empire, hein, qui vivait sous Domitien, sous l'empereur Domitien. Bien, Martial, alors là, il n'y a pas mieux que lui pour vous faire de la pub ou alors vous sabotez complètement votre produit. Par exemple, sachez, je suis au regret de vous le dire, que le vin de Marseille, il dit qu'il est infect, vraiment infect. Il dit que vraiment, si on veut faire de la piquette, il faut prendre ce vin-là. Donc là, c'est de la contre-publicité qui ne va pas faire nos affaires à nous, mais en tout cas, il y croit. Je reviens à cette râpe de fromage. Très souvent, on rappelle fromage, oui, ça, c'est pas anodin. Alors, pas avec les spaghettis, hein, ils n'ont pas été inventés encore. Hein. Mais on rappelle du fromage, ça va vous paraître curieux, pour mettre dans des gâteaux. Dans les gâteaux, on aimait bien râper à dose homéopathique du fromage sec, du fromage de brebis, du fromage de chèvre. On aime aussi, et ça vous pourrez vous en rendre compte si vous avez la curiosité d'aller, par exemple, le deuxième week-end de septembre à Beaucaire. Vous savez qu'à Beaucaire, un vigneron, un viticulteur, qui était un viticulteur, j'allais dire, normal, un jour il faisait des travaux chez lui, et des travaux colossaux pour s'agrandir. Eh bien, il a eu la surprise, et quand on en parle tous les deux, je lui dis que ça devait être un moment d'émotion intense. Il en a encore les larmes aux yeux quand il parle. Il a découvert que 2000 ans avant lui, quelqu'un, exactement à l'endroit où il était en train de travailler, faisait le même métier. Car on a trouvé des tonnes d'amphores et des tonnes de traces qui disaient qu'effectivement, là où il était, il y avait un agriculteur qui produisait beaucoup. Et donc, dans le vin romain, eh bien, il y a aussi traces, pas tous les vins, mais ils sont parfumés. Alors, ils sont parfumés pour la conservation, parce qu'on n'a pas les moyens dans l'Antiquité de conserver les aliments comme nous on le fait aujourd'hui, pour la conservation et pour aromatiser aussi le vin. Donc on l'aromatisait par exemple avec du coing, avec des aromates, mais aussi avec un petit peu de fromage.
Donc ça, c'est l'archéologie qui nous dit tout cela. Et on n'a pas cessé d'en apprendre. Par exemple, une année, on m'avait demandé à Nîmes d'organiser avec mon association une dégustation de cuisine gauloise. Et moi, j'ai dit, ben, moi, je ne peux pas vous faire ça. Parce que je ne sais pas ce que c'est que la cuisine gauloise. Parce que j'ai aucun livre de référence, même s'il y a des livres un peu, je dirais, pas très sérieux, qui vous proposent des tas de recettes très, très, très précis. Moi, j'aimerais bien savoir d'où elles viennent, ces recettes. En revanche, lorsqu'il y a des bouquins qui vous parlent de cuisine gauloise, mais qui partent de l'archéologie et qui vous disent, bah oui, on est sûr que les Gaulois mangeaient tel et tel aliment. Ah là, oui, ça c'est sérieux, parce qu'on analyse avec les moyens qu'on a aujourd'hui en archéologie, toutes les disciplines scientifiques s'y mettent, on a les moyens de dire, ce petit bout d'amphore, ce petit bout de poterie, il y a un tel aliment dedans, et il a cuit de telle façon. On est capable, scientifiquement, de donner toutes ces choses-là. Donc, moi, j'ai dit aux gens qui voulaient nous recruter, j'ai dit, moi, je ne vais pas mentir, je ne vais pas dire aux gens que vous avez fait de la cuisine gauloise, parce que je ne sais pas ce que c'est. Mais je peux vous proposer de la cuisine gallo-romaine, parce que je peux imaginer, à partir de ce que je sais, que manger les Gaulois, l'archéologie me dit, et les recettes romaines que là j'ai, je peux imaginer de faire un petit mix et de vous proposer quelques hypothèses de recettes. Hypothèses. Mais je ne m'irai pas jusqu'à dire, et chaque fois je disais, c'est probablement ça qu'on mangeait. Est-ce que ça avait été fait exactement comme ça? Rien n'est moins sûr. Donc l'archéologie est précieuse. Je vous l'ai dit aujourd'hui, l'archéologie elle a des ramifications telles, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que peut-être vous êtes plus savant que moi dans ce domaine, mais par exemple, la carpologie est une discipline de l'archéologie qui étudie tous les résidus végétaux. Et en faisant des analyses scientifiques, on est capable de donner plein de choses. Par exemple, à Nîmes, à un moment donné, pour un projet immobilier, ils avaient fait une étude carpologique du terrain qu'ils étaient en train de déblayer pour construire des immeubles. Et là, ils avaient eu, alors qu'on pensait qu'on était dans Nîmes, bien, ils se sont aperçus qu'il y avait là, à l'endroit où on allait construire le bâtiment, des vignes, plein de vignes. Et donc, effectivement, on était certainement là, non plus dans la ville, mais dans la campagne qui jouxtait cette ville et dans un domaine agricole. Alors l'archéologie, elle est précieuse, et avec l'archéologie, il y a aussi l'épigraphie, l'étude de ces quantités d'inscriptions qu'on a retrouvées ça et là. J'aurais pu, c'est parce que j'ai choisi de donner l'inscription assez émouvante d'une épitaphe, c'est-à-dire ce qu'on mettait sur des tombeaux pour faire l'éloge du défunt, une épitaphe d'une boulangère, et son mari, d'une manière un peu maladroite mais très touchante, dit, ben, voilà, dans cette tombe, il y a ma femme qui était la meilleure des femmes, et je l'ai mise dans un tombeau en forme de pétrin, pour évoquer le fait qu'elle avait été boulangère. Alors ici, c'est une autre inscription que je vous propose et qui va me permettre peut-être tout à l'heure de vous parler un peu du métier de cuisinier, car il existait comme aujourd'hui des cuisiniers amateurs dans une maison ou bien des esclaves qui faisaient la cuisine pour la maison, et il existait des cuisiniers professionnels. J'en parlerai dans un petit instant. Mais ici, retour aux sources, l'épitaphe nous dit ceci, alors on la trouve au temps de Dioclétien, ça c'est à Rome. On a trouvé cette inscription qui dit que situs hic situs est, ici est enterré, situé, le nom du personnage, Eros, Cocus, cuisinier. Cocus, ça s'écrit C-O-C-U-S. C'est pas un cocu du tout. C'est un cocus, c'est aussi Q. Il y a toujours plusieurs manières de. Et quand on est dans des inscriptions, eh ben c'est normal, on va chercher à inscrire le plus simplement possible. Hein. Plutôt une lettre que deux, plutôt des formes pointues que arrondies. On va chercher à simplifier les choses dans l'épigraphie. Hein. Et c'est le cas ici. Donc là, on nous dit qu'il est un cuisinier et qu'il est serf, abréviation de servus, l'esclave d'un dénommé Lucilius. Et voilà, donc c'est certainement son maître du reste qui lui a construit ce tombeau et écrit cette épitaphe. Alors je regarde, oui, là je vous ai donné. Les sources, toujours, l'archéologie, toujours, et l'étude des objets. Hein. Alors, bien sûr, là, ici, il y a une batterie de cuisine reconstituée.
et ça, c'est à Pompéi. La Foulonica, c'est la boutique d'un, ce qu'on dirait aujourd'hui un pressing. Un foulant, celui qui nettoie le linge, qui le repasse, etc. Eh bien, il avait pour autant une demeure, évidemment, et puis une cuisine de dimension modeste. Alors, sa maison, comme tout à l'heure je l'ai dit, ça arrive assez souvent, était extrêmement grande. Donc, si l'objet nous parle, c'est ça aussi la magie de l'archéologie, c'est pas simplement de voir l'objet. Alors, s'il est beau, s'il n'est pas beau, bah, ça, c'est pas ce qu'on discute ici, mais c'est l'objet, à quoi il sert, comment il a et où il a été fait et quelle est son histoire. Alors, à ce propos, je n'aurai certainement pas le temps de vous parler beaucoup des amphores, mais les amphores sont un modèle pour qui s'intéresse à la romanité. Tout est inscrit dessus, bien sûr en allongé, mais la traçabilité, cette fameuse traçabilité, bah, elle existait depuis très 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 longtemps. Et on nous dit que c'est machin qui a mis du vin de telle sorte dans tel amphore, qui partit de tel endroit pour aller à tel autre. Tout est inscrit dessous. Donc c'est assez évidemment passionnant. Alors dans les sources, tout à l'heure, on peut s'en moquer, bien sûr, je parlais de caricature parce que dans les péplomes, il y a beaucoup de clichés, et pas simplement parce que les réalisateurs ne sauraient pas la vérité historique, mais parce qu'ils savent très bien qu'un spectateur, quand il va voir un péplum, il attend certaines choses. Et peu importe si on va faire des choses qui sont anachroniques, c'est pas grave, ce qui compte, c'est pas le vrai, mais le fameux vraisemblable. Le spectateur a des attentes, et bien il faut faire avec. Alors ici, j'en parlerai tout à l'heure de ce film, ce péplum Spartacus de Fréa, parce que dans ce péplum, on y voit un cuisinier qui met cher, parce qu'on a beaucoup parlé de lui, et j'aurais rêvé, alors de le connaître, je n'étais pas de cette époque-là, mais j'aurais rêvé de le lire, d'avoir des textes de lui, il s'agit de Lepus. Eh bien non, on me parle beaucoup de lui. On me dit qu'en dehors d'avoir été, et c'est ce que raconte ce film, un général extraordinaire, d'ailleurs un général tellement extraordinaire qu'il a fait des envieux, et dans sa vie, il a fait des envieux dans deux domaines. Les deux domaines qu'il aimait, l'armée, il a été un conquérant extraordinaire, mais qui menaçait de faire de l'ombre à d'autres hommes politiques. Donc quand il est rentré à Rome pour avoir son fameux triomphe, on s'est arrangé pour qu'il ne l'ait pas. Donc ça, évidemment, ça ne lui a pas fait plaisir. En fait, il est quand même rentré de toutes ces guerres avec un max, il était déjà assez riche, beaucoup plus riche encore, parce que quand on fait la guerre, eh ben, on ramène un butin, on ramène beaucoup de choses. Hein. Que ce soit, c'est évidemment très choquant pour nous, des esclaves. Dans ces esclaves, il pouvait y avoir des gens extrêmement importants qui, du jour au lendemain, sont devenus rien dans la société. Et beaucoup de bijoux, beaucoup d'argent, etc. Là, celui de plus, d'ailleurs, eh ben, c'est lui qui a inventé les cerises. C'est grâce à lui, alors peut-être qu'on les a connues plus tard par quelqu'un d'autre, mais lui, il nous a amené les cerises, il nous a amené aussi les prunes de Damas, de Syrie. Donc, effectivement, quand on voit un péplum, on peut s'attendre à avoir les clichés des généralités, des anachronies, mais on peut s'attendre aussi à voir des choses délicieuses. Là encore, c'est pas par hasard que j'utilise ce mot. Dans ce film Spartacus, on voit Lucullus, donc il est en train il est allongé, il se baffe, hein, on peut quand même le dire. Et à ce moment-là, le maître de maison lui dit bah, tiens, on va faire venir le cuisinier, t'as préparé un truc extraordinaire. Et toi, tu vas goûter parce que tu es un maître du goût. Et effectivement, la scène est célèbre. Avec un couteau, il va prendre un tout petit bout de chair de ce porc qu'on a emprisonné. Il va le goûter. Il fait d'abord une mimique qui dit son plaisir, puis tout d'un coup une mimique qui dit son dégoût, et il dit c'est trop salé, c'est pas assez cru, etc. Et à ce moment-là, c'est ça qui m'intéresse, les commentaires des convives à côté en disant s'il s'imagine qu'on parlera de lui encore après, il se trompe. Non, il ne se trompait pas tellement parce qu'effectivement, de Lucullus, on parle beaucoup aujourd'hui. C'était un gastronome extraordinaire. Il vivait sous la République, hein, parce que tout à l'heure, je parlerai d'un autre grand cuisinier qui vivait sous l'Empire. Alors, Lucullus, je t'ai dit, il n'a laissé aucun écrit, mais beaucoup de gens parlaient de lui, des historiens à qui on peut quand même, je pense, faire confiance. Et j'ai dit tout à l'heure qu'il avait
suscité la jalousie, mais une jalousie féroce en tant que général, mais il l'a suscité aussi en tant que gastronome. Et vous verrez tout à l'heure qu'on pourra faire un parallèle avec Apicus, dont je parlerai ensuite, qui vivait sous Empire. Mais le parallèle est suivant. Lucullus était très riche, et puisqu'on ne voulait pas le reconnaître ses mérites en tant que général et peut-être homme politique, eh ben, il allait se retirer et il allait passer le restant de sa vie acheter des domaines, acclimater des viviers avec des boissons extraordinaires, accomplir des miracles d'architecture pour acheminer justement l'eau dans les bassins, etc. et organiser des banquets somptueux. Un petit exemple de la jalousie qu'il va susciter, ses amis sont amis avec lui. Ses amis ont ras-le-bol parce que d'être invités à des fêtes somptueuses, à des scènes somptueuses, et franchement, ils aimeraient bien le prendre en défaut. Donc ils se mettent d'accord, deux d'entre eux, et ils vont lui dire au dernier moment, tiens, on vient manger chez toi ce soir, de sorte qu'il n'ait pas le temps de préparer quoi que ce soit. Et devant eux, Lucullus va dire à son serviteur, eh bien, ok, enfin, il ne dit pas ok, vous en doutez. Il dit, tu vas préparer la pièce numéro tant avec la vaisselle numéro tant. Ben, ça a suffi pour que l'esclave sache exactement alors où, mais aussi quelle cuisine il fallait faire, et de sorte que quand ils sont arrivés, ils ont à nouveau été bluffés et très énervés de voir que Lucullus avait encore fait étalage de sa richesse, certes, mais aussi étalage de son savoir-faire, de son goût extraordinaire. Donc, ce qui est dommage, c'est que lui, nous n'avons pas de recette qui nous soit laissée. Alors, je voudrais donc vous parler maintenant d'Apicus, mais avant de parler d'Apicus, passer par d'autres sources. Donc, on a dit l'archéologie, bien entendu, sous toutes ses formes. J'aurais pu dire, mais vous savez ça par cœur, l'art, avec toutes les images qu'on a de plats qui figurent sur les fresques, sur les mosaïques, et qui nous permettent là aussi, quand on trouve une maison et qu'on découvre, il ne reste plus rien à la maison, mais on découvre une partie de la mosaïque, et ben ça suffit pour dire, ah, la mosaïque, elle faisait telle dimension, puisqu'on a un petit échantillon et avec l'ordinateur, on est capable de projeter tout le reste, et on va savoir que tel type de mosaïque se trouvait dans tel type de pièce, et on sait exactement la destination, et souvent la salle à manger. J'en parlerai dans un petit moment. Donc, oui, l'art et le décor font partie de nos sources. Et j'ajouterai maintenant, j'oublie certainement plein de choses, mais j'essaie d'aller au plus vite. Eh bien, j'ajouterai maintenant qu'on va s'intéresser aux poubelles. Ben oui. Si vous allez dans l'Aveyron, du côté d'un endroit qu'il faut absolument aller visiter près de Millau, mais pas le Millau tout près de Nîmes, évidemment, le Millau qui se trouve près du Massif central. Et il y a un site qu'on appelle la Gaufre-Cinq, qui était un village consacré à la poterie. On a vu que c'était installé là des artisans. Et je passe le détail de tout ce qu'on a trouvé, mais on a beaucoup appris de dépotoirs où on avait jeté la vaisselle, soit parce que, alors ça peut être un artisan qui gêne parce que c'est une vaisselle ratée, voilà, ou bien dans une maison, quelqu'un qui juge que la vaisselle est assez levée, donc on va la casser. D'ailleurs, ici à Arles, on enseigne la même chose, puisque dans le Rhône, on a trouvé des tonnes et des tonnes de détritus, parce que ça, c'était pas très écologique. Les amphores dont j'ai parlé tout à l'heure, ben, les amphores, c'est extrêmement solide, extrêmement pratique, mais quand ça avait servi, pof, on la cassait et on la jetait de tous les détritus. Donc vous savez très bien qu'ici, dans le Rhône, on a ressorti des montagnes de petits de poterie comme ça qu'on avait jeté, d'amphores qu'on avait jeté. Donc les poubelles, les détritus, nous apprennent énormément de choses. Et enfin, ben, on n'a pas le temps de faire, donc j'essaie de raccourcir cette phase-là. Et enfin, ben, la littérature quand même. La littérature, même si on peut se dire que qui écrivait, ben, des gens qui écrivaient pour des riches, parce que tout le monde ne savait pas forcément lire ou écrire, évidemment non. Mais n'empêche que c'est extrêmement précieux. Alors, je ne vais pas vous citer tous les auteurs qui peuvent nous aider à comprendre ce que c'était que manger, partager cette culture du repas.
je vais vous citer quelques-uns qui m'ont beaucoup servi dans le livre. Claude, par exemple. Claude, c'est un nom rigolo, mais c'est un nom d'un auteur de théâtre. Alors là, on est bien avant tout ce qu'on a pu raconter. On est au 3e, 4e siècle avant Jésus-Christ. Et ce théâtre, lui aussi, est extrêmement savoureux parce que le théâtre par excellence, c'est l'art du quotidien. C'est l'art des réalia. C'est là où on voit des personnages qui disent la vraie vie. C'est là où on a du latin, d'ailleurs, qui n'est pas du latin classique, mais du latin archaïque qu'on employait avec des abréviations ou bien des tournures qui ne se faisaient plus à l'écrit. Et donc, Claude se régale de parler de tout ce qui est la vie quotidienne. Et bien évidemment, il y a plein de cuisiniers. Alors, on y voit plein de choses. On y voit que le cuisinier, ça peut être quelqu'un qu'on va louer, un esclave ou quelqu'un qui n'est pas esclave, mais qui est cuisinier son métier. Et dans la maison, on va le faire venir pour un mariage, par exemple. Alors, il y a des contrats dans le théâtre de Claude, c'est à mourir de rire parce qu'il va y avoir des grosses négociations pour savoir si on ne peut pas faire descendre le prix, si jamais on le fait venir et puis qu'il n'a pas besoin d'amener sa batterie de cuisine, qu'il a tout sur place. Finalement, quand il sera sur place, il n'a pas forcément ce qu'il voulait. Donc, il y a plein de scènes avec des cuisiniers. Et une qui m'a particulièrement amusée, on voit un cuisinier cette fois-ci qui a l'air assez heureux, parce que souvent les cuisiniers se plaignent, ils sont mal payés, etc. Ils sont loués, hein, je peux le dire. Et donc, on voit ce cuisinier qui est très heureux. Puis il y a ses copains qui arrivent et on a un autre ami qui a des problèmes. Alors là, on comprend, je vous résume. Cet ami a des problèmes psychologiques et qui vient de faire un rêve étrange et qui ne sait pas ce que ça veut dire. Et là, on voit dans la pièce de Claude, le cuisinier, qui, en même temps qu'il fait la cuisine, eh ben, il est en train de déchiffrer, tel un Freud moyen, le rêve qui vient de lui être raconté. Et là, je dirais qu'on est au balbutiement de la psychanalyse. C'est vraiment très très trop. Donc Claude et le théâtre. Ça, on est loin. 4e, 3e siècle avant Jésus. Ensuite, j'aurais envie de parler de plus, mais je l'ai déjà fait. Donc là, on est dans la République, comme je l'ai déjà énoncé. Puis, on va aller un petit peu plus loin dans l'Empire. Je vais vous dire, je me suis beaucoup servi de Pline l'Ancien. Pline l'Ancien, c'est pas du tout un cuisinier, pourtant, il enseigne de temps en temps des petites recettes de cuisine. Pline l'Ancien, c'est un scientifique, c'est simple. Je ne sais pas sur quoi il n'a pas écrit, signe sur les ordinateurs. Mais surtout, il a tout écrit. Parfois, c'est extrêmement ennuyeux, parce qu'il peut y avoir des pages et des pages sur les pommes. Des sortes de pommes à la concert, mais vraiment, on peut y aller ça de manière distraite, parce que c'est trop, quoi. Et au hasard de tout ça, effectivement, il va donner des conseils, des recettes, et il va, c'est aussi quelque chose dont je voulais vous parler et insister là-dessus, et il va souligner ce qui est bon pour le corps. Car on ne conçoit pas dans l'Antiquité la cuisine autrement aussi que le plaisir de satisfaire son goût, certes, mais aussi de faire du bien à son corps. Par exemple, il y a chez Martial, le poète que j'évoquais tout à l'heure, qui vivait sous l'empereur Domitien, il y a chez Martial de délicieuses épigrammes consacrées à la nourriture, et il y en a une où il conseille à un de ses amis de prendre des prunes de Damas, et il dit des prunes qui, lorsqu'elles sont à l'étranger, ont la peau toute ridée. Et là, du coup, on comprend plein de choses grâce à cet épigramme. J'ai oublié de dire, c'est la première partie. L'épigramme, là, ici, comporte 2 vers. Le premier vers, c'est ce que je viens de dire. Le deuxième, c'est prends ça parce que si tu as des problèmes de constipation, alors il emploie ce mot, c'est moi qui l'emploie, et bien ça va te faire le plus grand bien. Les vertus laxatives de la prune ou du pruneau, nous les connaissons bien aujourd'hui. Et donc, dans cet épigramme, il y a 2 vers, mais on apprend plein de choses. On apprend effectivement qu'on mange les prunes. On apprend que les prunes qui sont cultivées en Syrie, elles sont ridées parce qu'elles ont bien pris plus le soleil que celles qu'on consomme à Rome. Parce qu'effectivement, à Rome, on a acclimaté plein d'arbres qu'on a ramenés d'Orient. Plein. Des abricotiers, des pêchers, tout ça, ça vient d'Orient. Et d'ailleurs, le mot qui va revenir traditionnellement pour désigner tous ces fruits, il va toujours y avoir le mot malum, qui en latin veut dire la pomme. Donc on se dit, mais quoi, c'est pas d'une pomme dont on parlait au pêcher. En fait, on va assimiler à la pomme tout un tas de fruits qui vont avoir des gros noyaux, des pépins, enfin comment. Et on va ajouter la pomme perse, la pomme. Enfin, avec l'adjectif qu'on va rajouter, on saura d'où vient ce fruit et on saura à quoi ça correspond chez nous.
Donc dans cet épigramme de Martial, ben, on sait aussi que les Romains qui ont acclimaté les prunes, ben, parce qu'il y a moins de soleil à Rome qu'en Syrie, n'ont pas tout à fait les mêmes prunes. Ça n'a pas fonctionné tout à fait de la même manière. Donc j'en étais à Pline l'Ancien. Évidemment, si je dis Pline l'Ancien, il faut aussi que je parle de Pline le Jeune. Pline le Jeune, je ne raconte pas sa vie, vous la connaissez, c'est le neveu de Pline l'Ancien, et c'est celui qui a survécu à l'éruption du Vésuve. Eh bien, effectivement, Pline le Jeune va parler un petit peu de... Non, il ne va pas parler de cuisine, en fait. Dans ses lettres, il va beaucoup parler d'invitation, parce que lui, ses lettres, c'est ce qu'on aime le davantage de lui. On le retient comme quelqu'un qui a écrit des lettres, mais ce n'était pas son vrai métier. Hein. C'était un homme de droit, c'était un orateur. Mais aujourd'hui, nous le connaissons comme un génie du latin et de la lettre qu'on échange pour créer du lien social. Et bien, dans ce lien social, très souvent, il évoque les invitations. Et effectivement, si on est invité, eh ben, on invitera nous-mêmes. Je vous rappelle que le mot hôte en français, qui s'écrit H, O circonflexe T-E, c'est le mot latin, hostis, qui veut dire à la fois celui qui invite et celui qui est invité. Parce que bien entendu, tout ça, ça fonctionne avec de la réciprocité. Hein. Évidemment, c'est le lien social qui va s'exprimer ainsi. Donc, une nouvelle. On va avoir Martial, que moi j'ai beaucoup cité dans le livre parce qu'il y a énormément de choses qu'on apprend sur la cuisine grâce à lui et sur le goût. Et puis donc, même si je n'ai pas cité tout le monde, maintenant j'en viens à Apicius. Donc Apicius, c'est la Bible. La Bible, elle est contestée parce que déjà, des gens disent que, ça c'est une vérité, qu'il y a eu plusieurs Apicius dans l'histoire et que est-ce qu'on est sûr de parler de cet Apicius qui vivait sous l'empereur Tibère. En tout cas, peut-être qu'on me fera la démonstration dans quelques années que ce que je vous raconte, c'est complètement faux. Mais pour moi, l'Apicius dont je parle, c'est bien celui-là. Celui qui vivait sous l'empereur Tibère, qui était très copain avec son fils d'ailleurs. Et Tibère n'appréciait pas du tout cette camaraderie, pour plein de raisons, mais notamment il disait que Apicius avait perverti le goût de son fils, qui lui avait appris à manger des aliments que lui jugeait complètement détestables. Là, Apicius, pourquoi est-il devenu notre Bible? Qui était-il? Je vous ai dit qu'il avait des points communs avec qui? Alors, c'est qui dont je parlais tout à l'heure comme cuisinier, mais ce n'était pas son métier, mais il a fait Lucullus. Apicius, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire, est-ce qu'il était vraiment cuisinier? Pas sûr. Les rumeurs disent, mais dans son livre, on ne trouvera pas ça. Il avait une école de cuisine. Il y a plein de choses qui sont propagées comme bruit autour de lui, mais qui ne sont pas authentifiées. Était-il un vrai cuisinier avec une école de cuisine? Certains disent qu'il était spécialiste de la pâtisserie. Ben moi, je suis très étonnée, peut-être, hein, mais je suis très étonnée s'il est spécialiste de la pâtisserie. Peut-être que dans son livre, ben, honnêtement, ce qui a de moins réussi, c'est les gâteaux. Hein. Franchement, les recettes de gâteaux, quand j'organise des dégustations, je me casse la tête pour trouver des desserts qui nous semblent bons, quoi, qui nous semblent acceptables. Je reviendrai peut-être tout à l'heure sur la notion des desserts. Et donc, peut-être qu'il était un maître du dessert, mais ça ne se voit pas du tout dans son livre. D'autres disent que c'était un maître saucier, ce qu'on a appelé pendant longtemps le maître queue. Le maître queue, c'est le cocus, que dans ce cas-là est l'héritier du mot cocus, hein, du mot cuisinier latin. C'est-à-dire quelqu'un qui est spécialiste dans l'art d'accommoder les viandes et les poissons avec des sauces. Ça, c'est davantage plausible parce qu'effectivement, il y a un nombre incroyable de sauces que je ne saurais trop vous recommander parce qu'il y a une chose aussi que j'aimerais bien que vous sachiez. Faire de la cuisine romaine, c'est très simple. Les recettes sont vraiment, on ne peut pas les louper. Et c'est toujours un mélange harmonieux et facile à faire. Souvent, dans mon association au début, on était peu à cuisiner parce que les autres disaient, ben, nous, on ne sait pas cuisiner. Mais en fait, quand on s'y met, quand on se plonge dans la moindre petite recette, on est très satisfait de voir que, un, on a bien fait, que deux, les gens aiment bien, quoi. Et souvent, les gens, et ça a été mon cas en Corse, parce qu'on m'a demandé plusieurs fois de faire des dégustations, que j'ai choisi, évidemment, à chaque fois, je choisis des mets qui vont parler aux gens. Quand je leur ai fait goûter, ils m'ont dit, mais c'est pas antique, ça, c'est exactement ce qu'on mange, nous. C'est notre gâteau au fromage citron, c'est nos pois chiches qu'on adore faire frire, etc. Ben oui. Mais là encore, on n'a rien inventé et nous sommes les héritiers de cette cuisine si vieille
mais en même temps c'est jeune puisqu'on l'acclimate sans problème. C'est vraiment très facile à cuisiner. Donc Apicus, qui était-il? Comment je sais des choses sur lui? Par son livre, je vais venir dans 2 minutes à son livre, mais je sais aussi parce que beaucoup de gens l'ont critiqué. Alors, comme Lucullus était détesté parce qu'il était trop riche, et qu'on estimait aussi, le Romain est quelqu'un, même sous l'Empire, quelqu'un qui est resté au fond de lui, même s'il combat ça avec sa nouvelle richesse et sa nouvelle culture, il est resté un paysan. Et il est assez choqué, le Romain, de voir qu'on dépense beaucoup pour des choses qui semblent peut-être futiles à des intellectuels, par exemple. Et c'était le cas, effectivement, Apicus a pu choquer un dénommé Sénèque. Celui qui a fait beaucoup de mal à Apicus, c'est Sénèque, puis ensuite tous les pères chrétiens qui vont aussi revenir sur cette idée que c'est amoral de passer autant de temps et de dépenser autant d'argent pour la cuisine. Eh bien, Sénèque va dire pique au pendre d'Apicus et va lui faire une sacrée mauvaise ornement. Mais moi, pour moi, il y a l'effet qui parle. Et l'effet, c'est quoi? C'est son livre. Alors là encore, complet paradoxe, son livre n'existe pas. Ben, son livre, qu'est-ce que c'est? Son livre, ça maintenant on le sait, c'est une compile qui a été faite au IVe siècle par des gens qui ont recueilli ces recettes et qui en ont fait un vaste, mais alors je peux vous dire un vaste fouillis. Hein. Quand on ouvre le livre d'Apicus, au début, on est super déçu parce qu'on se dit, mais je comprends rien, je comprends pas comment ça fonctionne, tout est mélangé, enfin bon, on se dit, c'est pas comme ça qu'on fait un livre de cuisine. Bah, ça s'explique sans doute parce que, encore une fois, ça a été une compilation. Et la deuxième chose qui est très énervante, c'est que parfois on se dit, mais il se moque de nous. Il y a un titre de recette, ça va être lapin, je sais pas quoi, on lit la recette, il y a plein de choses, il n'y a pas que lapin. Mais où est passé le lapin? Alors on ne sait pas si la recette a été tronquée ou si lui, en fait, c'est ses recettes à lui, il n'a pas besoin de tout noter parce que il sait comment faire le lapin, il sait grosso modo comment il faut faire, bah, il ne va pas l'écrire. Donc tout ça fait que ce livre, qui est à la fois la Bible, parce qu'elle nous apprend énormément de choses, est en même temps quelque chose d'assez fouillis et parfois énervant aussi parce que on voit bien qu'il y a des rajouts. Il y a parfois plusieurs fois la même recette. On se dit soit il est fou, soit il y a un problème. On se dit bah non, il y a quelqu'un d'autre qui, en rajoutant les recettes, a cru bon de rajouter la sienne. Et il y a un petit mélange comme ça, et les linguistes qui étudient le vocabulaire du livre d'Apicus sont tout à fait capables de dire ah bah oui tiens, cette recette-là, elle ne doit pas être d'Apicus, parce que dans cette recette, il y a des mots de vocabulaire qu'on n'utilisait pas à son époque. Donc apprendre avec précaution, mais néanmoins la Bible, parce qu'on y apprend énormément de choses. Alors, il est peut-être temps que je commence à vous parler des aliments phares. Il me reste peu de temps, parce que si vous avez des questions à me poser, il faut peut-être que j'aille un petit peu vite. Mais je vous ai dit tout à l'heure que j'allais parler du repas du soir, parce que c'est le seul où on fait de la cuisine. Alors je vais quand même parler des deux autres. Il y a le yentaculum, c'est le petit-déj. C'est celui qu'on prend au lever du soleil, quel que soit les saisons. Et alors là, c'est très frugal, c'est rien du tout. C'est du pain, des olives, un peu de fromage, et c'est tout. De l'eau. Aussi abandonner la légende du Romain qui boit comme un trou, parce que, ben, oui, il va aimer boire à la Kéna le soir, mais à un moment précis, et il va choisir ses vins, accorder au mets, mais il ne va pas boire n'importe quoi et n'importe quand. Petite anecdote, on raconte que Caton l'Ancien, qui n'était pas un rigolo, et qui, c'est la République, là, c'était quelqu'un qui prônait une vie saine, une vie à la grand-papa, selon les principes d'avant, etc. Et on raconte qu'un soir où il a un peu abusé de la boisson, il sort de l'endroit où il est en titubant, et il a mis sa capuche sur sa tête. Il a souvent un pli de sa doche pour en faire une capuche. Et des gens qui sont là se disent, mais c'est qui ce poivreau et tout. Ils enlèvent la capuche et ils reconnaissent Caton. Et là, je trouve ça drôlement touchant. Au lieu de se moquer de lui et se dire, mais enfin, c'est pas vraiment, etc. Ils remettent sa capuche et surtout, ils ne disent rien parce que les plus gênés, c'est eux. Ils sont très gênés à l'idée que Caton puisse savoir qu'ils l'ont vu dans cet état-là. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup à dire sur les pommes. Donc je vois que j'accélère encore un petit peu. Donc dans le petit-déj, je l'ai dit,
Le repas du midi, c'est le prandium qui ressemble au pranzo italien. Et là, c'est un peu mieux que le petit déjeuner parce que c'est plus copieux. C'est pas cuisiné non plus. Donc, il faut attendre le repas du soir. Il faut attendre le repas du soir pour avoir de la cuisine cuisinée à la maison. Et là, je vais encore développer un nouveau paradoxe. Ça n'arrête pas. Le paradoxe, c'est que dans l'Antiquité romaine, plus on est pauvre et plus on mange dehors. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Si on est pauvre, on ne va pas au restaurant. Ça coûte de l'argent. Et bien, dans l'Antiquité, si on est pauvre, c'est qu'on vit dans un petit appartement où il n'y a pas de cuisine, quasiment rien. Et donc, ben, ce n'est pas chez soi qu'on va manger. Donc, on va aller manger dans un fast-food, un petit truc comme ça, plus ou moins debout. Quelque chose qui n'est pas forcément... alors, ce sera peut-être cuisiné, mais peut-être pas très raffiné. Parce qu'on n'a pas les moyens de faire autrement. Seuls les riches ont des cuisines. Seuls les riches ont des cuisiniers. Que ce soit les cuisiniers, comme j'en ai un petit peu évoqué tout à l'heure, qui sont professionnels et loués, des cuisiniers qui font partie de la maison, et ça peut être aussi les gens de la famille, mais très souvent, c'est des esclaves. Les aliments phares, et peut-être que je devrais m'interrompre là-dessus, les aliments phares, c'est quoi? Il y a plein de choses. Évidemment, pas de tomates, pas de poivrons, tout ça, c'est très moderne, ça n'existait pas dans l'Antiquité. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on mange? Fidèle aux origines paysannes, et là je vais rebondir sur mon début d'intervention, fidèle aux origines paysannes, tout ce qui était encore, les céréales, les pois chiches. Les Romains, lorsqu'on veut se moquer d'eux, on les appelle, j'ouvre des guillemets, les bouffeurs de pois chiches. Ils en achètent dans la rue. Il y a des marchands ambulants qui trimballent sur des petits plateaux, des cornets, où il y a des pois chiches et c'est délicieux, qui sont frits dans l'huile d'olive. Je vous conseille cette recette qui est ultra simple, à condition d'avoir bien égoutté les pois chiches avant, autrement ça saute dans tous les sens. Ils sont bien secs, bien égouttés, vous les faites frire dans de l'huile d'olive bouillante. Très vite, vous aromatisez avec plein de choses, mais d'une manière savante et bien nuancée. Vous ajoutez du miel, car voilà le deuxième aliment dont je vais vous parler, le miel. Le miel, il y en a partout. Le miel, il y en a dans les desserts, c'est normal, il n'y a pas de sucre. Mais le miel, il y en a dans presque toutes les recettes salées. Et à l'inverse, donc là ici, je vous avais mis une petite image de pois chiches. Et à l'inverse, l'autre aliment phare que les Romains ont emprunté à d'autres peuples avant eux, mais dont ils sont devenus les maîtres absolus. Partout où il y a des Romains, il y a ça. Le garum. Le garum, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui également une manne. Si on me demande ce que c'est, je ne le dis pas parce qu'autrement après on aurait pu manger du poisson pourri. Mais du poisson pourri, il y en a pour toutes les bourses, pour tous les goûts. Par exemple, on a un marchand à Pompéi, peut-être je m'arrêterai là, un marchand à Pompéi qui fait sa pub, et je trouve ça génial, sur le fait qu'il est le seul de Pompéi à vendre du garum cachet, du garum pour les Juifs. Il se vante donc d'avoir des poissons que le protocole des Juifs permet de manger. Donc, il y a pour tous les prix. Le Newman, c'est pareil aujourd'hui. Hein. On peut en acheter dans les grandes surfaces à un prix modique. Mais si vous allez dans des endroits un peu plus sophistiqués, vous verrez que ça monte très vite en gamme et en prix aussi. Et bien, le garum, le mot de la fin, si vous le permettez, et je vous demanderai si vous avez des questions à me poser avant de le mettre dehors. Le garum, on en met partout. Attention, on en met partout, mais très peu, hein, parce que ça donne cette saveur mais vraiment particulière. Donc, vous verrez quand vous ferez. À la fois, ça sale. Souvent, on met du garum. Les Romains connaissent le sel, bien sûr. Hein. Et souvent, dans la cuisine, on met pas de sel, on met du garum, parce que c'est à la fois salé et amer. C'est un parfum extraordinaire. J'étais extrêmement fière, en travaillant sur le livre, de découvrir un très, très grand spécialiste du goût, dit, dans un livre qui est un monument, il dit « Les Romains, avant nous, savaient qu'il n'existait pas 4 saveurs, mais 5. Et ils savaient qu'il existait, alors aujourd'hui on donne un nom japonais, la saveur umami. Eh bien, c'est le nom. C'est ça, ce qu'il y a dans tous les plats, même dans les desserts. Voilà. J'arrête là, j'avais plein de choses à vous raconter, évidemment, autrement, mais il faut bien s'arrêter. Est-ce que vous avez des questions à me poser? Oui? J'en ai deux. Vous parliez de l'aliment le plus utilisé, les pois chiches, quel que soit l'endroit, parce que du coup, comme alors, oui, que dans le Nord, il y a moins de pois chiches. Alors voilà, évidemment, ça c'est sûr que quand je dis il y en a partout dans le monde méditerranéen, ça c'est clair. Ouais, c'est bon. Voilà. Quand j'ai dit tout à l'heure qu'en Corse, ils étaient très surpris que je leur serve des pois chiches et
disait, mais c'est ce qu'on mange nous? Bah oui, c'est ce qu'on mange en Méditerranée. Quand même, je résiste pas quand même à rajouter ça à la vignette d'Astérix parce que je vous lis. Donc c'est les deux qui ont gagné, vous savez, un concours, ils ont gagné un appartement en Gaule parce que personne ne veut y aller. Donc on a donné à une tombola des appartements à des gens comme ça. Donc ils se trouvent là et en fait, ils ne se plaisent pas tellement là où ils sont. Et voilà le monsieur et la dame allongés en train de dire ceci. La dame, il y a des sardines au sucre, des yeux de maquereau en gelée et de la confiture d'anchois, comme à Rome. Et lui il dit, ah, Rome. Et on sent dans les petits points toute la nostalgie et tout le regret qu'il y a là-dedans. Mais dans cette bulle, justement, tu commences avec la caricature. C'est de la caricature parce que ça, c'était pas servi à Rome. Mais le poisson, oui. Mais le mélange salé-sucré, sardine au sucre, bon, c'était pas, il n'y avait pas de recette de sardine au sucre, mais ça aurait très bien pu. Et effectivement, les anchois, les maquereaux, tout ça, ça figure en bonne place dans la cuisine romaine. Donc, c'est de la caricature, mais ça s'appuie sur la réalité. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. Comment vous arrivez à reconstituer les recettes alors que Apicius est quand même connu pour donner aucune mesure? Voilà, alors ça c'est justement là, effectivement, la grosse difficulté quand on fait la reconstitution en cuisine, c'est pour ça que je disais qu'il faut être très modeste. Rien ne dit que ce que je vais vous proposer ou ce que vous allez faire sera conforme à ce qu'il fait. Parce qu'il faut tout imaginer. Et au début, quand par exemple on a tous ces aromates, on a tendance nous, on en mettre beaucoup. D'ailleurs, dans le théâtre de Claude, il y a un cuisinier qui dit « Ouais, moi, on ne veut pas me payer le prix que je demande, mais moi, je suis un vrai cuisinier. Je ne mets pas des tonnes de parfum pour masquer ma mauvaise cuisine. » Parce qu'effectivement, tout est dans le dosage. Et ça, c'est en expérimentant les choses, parce qu'il manque tellement de précision dans les recettes d'Apicius qu'on est bien obligé d'imaginer et de tester. Du coup, donc il y a des banquets. Est-ce qu'il y a un ordre de... Oui. Là aussi, je n'ai pas eu trop le temps de développer, mais il y a 3 services. La gustatio, on n'a rien inventé là encore, c'est les hors d'œuvre. D'accord. Ensuite, il va y avoir la prima mensa, c'est tous les plats de résistance avec les légumes, mais les viandes, les poissons, et parfois tout mélangé, parce que chez Apicius, j'ai oublié de dire ça aussi, le romain déteste gaspiller. Donc il y a des recettes, on voit très bien qu'en fait, qu'est-ce qu'on fait? On accommode les restes. Alors on mélange des trucs, moi des fois j'enlève des recettes, il y a des choses que je ne mets pas, parce que je dis non, je me refuse de faire ça, de même que je ne ferai jamais des langues de flamand rose, ce genre de trucs, donc ça je ne ferai pas. Mais il faut effectivement toujours avoir un œil intéressé, un œil critique et doser tout comme il faut. Le troisième plat, là, c'est... Alors le troisième plat, oui, bien, merci de remettre sur les rails. La secunda mensa, c'est les desserts. Tout à l'heure je vous avais dit que je dirais un mot sur le dessert. Les desserts, moi, je les trouve pas vraiment bons. C'est très étouffe chrétien, comme je dis. C'est des couches de trucs. Franchement, c'est parfois beau, mais rarement bon. En revanche, moi, très souvent, je me sers des fruits comme ils le faisaient. Ils adoraient les fruits. La pastèque, par exemple, est connue. Et la pastèque, elle se mange en dessert ou bien cuisinée. Hein. Tout comme la laitue aussi. Il y a des choses qui peuvent me paraître très étranges. Mais quand on mange des fruits, c'est parce qu'ils existent aux saisons où ils ont poussé. Mais comment fait-on les autres saisons? Eh bien, on a pris ces précautions. On les a confiés dans une eau. Et moi, très souvent, ce que je propose dans les dégustations, eh ben, c'est des fruits que j'ai fait cuire dans du miel et qui, en plus, sont très pratiques parce qu'on veut le faire à l'avance. On les découpe en toutes petites portions pour avec des pics. Et on savoure ça. Il y a du garum dedans, il y a du cumin. Il y a des trucs qui peuvent vous sembler extrêmement bizarres, mais qui se marient à merveille avec les pois. J'aurais voulu vous parler des types de plats, mais c'est trop tard. Voilà, la prochaine. Martine, merci. Merci.